Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle du télétravail. On en parle beaucoup, mais là, on va élargir le spectre. Paris, Londres, New York, les champions du télétravail. On va en parler avec Sylvie Landriève. Elle est directrice de Forum Vie Mobile. Elle est notre invitée. Le grand entretien, les enjeux du recrutement d'un poids lourd Schneider Electric, un groupe mondial. On en parlera avec Dominique Laurent, il est VP RH chez Schneider Electric, sa stratégie, ses enjeux et ses besoins, car il est compliqué aujourd'hui de recruter. On fera le point avec lui dans quelques instants. Et pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, promouvoir l'alternance et les métiers qui recrutent. On en parlera avec Béatrice Abadi, elle est déléguée régionale de l'OPCO Atlas. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du télétravail. Alors on en parle beaucoup de ce télétravail avec des entreprises qui viennent ici nous expliquer que c'est la fin du télétravail. On a cité l'exemple d'Amazon et de plein d'autres entreprises. C'est pas si simple à travers l'étude qu'on va découvrir. Sylvie Landriève, merci d'être avec nous, directrice de Forum Vie Mobile. On va parler de l'association. D'abord en quelques mots, Forum Vie Mobile, c'est quoi et ça fonctionne comment? Alors c'est un institut de recherche sur la mobilité. Donc en fait, on fait des enquêtes, des recherches académiques sur la place des déplacements dans les modes de vie. Parce que notre sujet, c'est en fait qu'est-ce que ça fait aux gens de bouger, de se déplacer. Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce qu'ils veulent que ça continue? Et vous allez voir, ça a un rapport avec le télétravail. Les déplacements qu'on évite grâce au télétravail, pourquoi on cherche à les éviter. Ce matin, un reportage d'ailleurs sur une chaîne concurrente nous expliquait que les garagistes des deux roues se plaignaient parce qu'il y avait moins de déplacements de deux roues et moins d'achats de location, donc ça avait des incidences ce télétravail. Le Covid et la révolution du télétravail, c'est un des éléments de l'étude. Le nombre de salariés qui télétravaillent régulièrement est passé de 3% à plus d'un tiers en Île-de-France. C'est pareil à Londres, c'est pareil à New York. Les choses se sont faites de la même manière. Et je dirais, liant cause et effet. Alors en fait, effectivement, c'est pour donc je vous remercie pour l'invitation et c'est vraiment intéressant parce que pour nous, le télétravail, c'est vraiment un aspect majeur des évolutions récentes qui bouleversent les modes de vie, les entreprises et les territoires. Et il n'y a pas tant de leviers que ça qui sont capables de faire bouger toute la société, mais uniquement au plan organisationnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement spécifique, on se réorganise. Et donc avec le Covid, en fait, on était passé de 3% à 30% en France. 50% en Île-de-France. Et donc aujourd'hui... Ça reflue un peu. Post-Covid, effectivement, ça a rediminué. Donc on n'est plus à 5 jours sur 5, on est seulement 1 jour sur 2. On n'est plus à 30%, on est plutôt à 21-22% en France. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a vraiment une spécificité des mégapoles. Donc c'est pour ça qu'on a fait une grande enquête. New York. Voilà, Londres, New York et Paris. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une concentration des métiers télétravaillables. Donc en fait, l'effet, il est plus important. Donc il y a une part de gens qui télétravaillent qui est beaucoup plus forte. Et ce qu'on voit, c'est quand même que d'un pays à l'autre, et ça a aussi un rapport avec le droit du travail et avec la culture en fait du travail, la façon dont on télétravaille est assez différente. C'est-à-dire d'une mégalopole à une autre. Exactement. Coworking, espace de travail dédié à la maison. Par exemple, en France, la norme, entre guillemets, pour les emplois qui sont télétravaillables, on va dire, c'est finalement, il n'y a pas de politique, on se dit, bon, 1 jour sur 2, on coupe en 2. Et en gros, les salariés et les entreprises se mettent d'accord comme ça. Et puis, dans un accord d'entreprise. Exactement, on y va. Et en fait, ce qu'on voit par exemple aux États-Unis, à New York, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui télétravaillent par exemple à la demi-journée. Plus souple, plus flexible. C'est plus flexible. Je bosse le matin au bureau, voilà, l'après-midi je me... Exactement. Alors que nous, c'est la journée, c'est rarement à la demi-journée. Autre chose, eux, ils ont beaucoup plus de ce qu'on appelle le full remote, du télétravail à 100%. C'est vrai. En France, il n'y en a quasiment pas. Un tout petit peu. Et c'est embryonnaire. Voilà. Comment vous l'expliquez? Excusez-moi, est-ce que ça a un lien par rapport aux études et chercheurs qui travaillent, qui auscultent? Est-ce que ça a un rapport à la forme de notre capitalisme plus patriarcal, plus familial, des entreprises structurées différemment, qui fait qu'on a besoin d'avoir le salarié près de soi? Est-ce que vous l'avez expertisé? Donc c'est souvent ce qui est dit.
Moi, j'ajouterai un autre point qui est particulièrement défendu, par exemple, par un juriste de droit du travail, Pascal Loquec. C'est que dans les pays où le droit du travail est plus libéral, il y a à la fois plus de pouvoir des employeurs sur les salariés, mais il y a aussi, pour certaines choses, plus de pouvoir des salariés. Et donc, par exemple, donc pas toujours et pas surtout, mais concernant le télétravail, par exemple, vous êtes à Londres. Pendant le Covid, vous partez de Londres pour avoir plus grand, pour être plus près de la nature. Ça, c'est des aspirations classiques. Comme ça s'est fait en France aussi. Ça s'est un petit peu fait en France, mais ça concerne moins de gens. Mais post-Covid, retour au bercail, 1 jour sur 2. Et en Angleterre, il n'y a aucun moyen de faire revenir le télétravailleur qui a quitté la ville. Aucun moyen juridique. Aucun moyen juridique. Puisque, en fait, il a pu faire son travail. Et on considère qu'il a pu faire son travail très correctement pendant le Covid. C'est l'objectif qui compte, c'est la mission. Exactement. Donc, il faut maintenant prouver que il y a un changement. Et donc là, l'employeur, il est obligé de... Donc, votre analyse, Sylvie, c'est qu'il y a aussi le droit qui vient structurer la capacité à un employeur de faire revenir son salarié. Et là, aujourd'hui, au moment où on se parle, avant de nous quitter, vous sentez quoi? Un vrai reflux? Vous sentez que les entreprises se cabrent ou elles n'ont pas le choix quand on voit les chiffres que vous déployez dans l'étude? Non, il y a absolument... Enfin, disons qu'il y a un reflux par rapport au Covid, ça c'est évident. Mais on monte en épingle en fait quelques entreprises qui se posent des questions. Bon, aux États-Unis, on a parlé d'Amazon, etc. Mais par contre, ce qui est clair, d'abord, en France, il n'y a pas tellement de cas comme ça. En fait, il n'y a personne qui dit bon, non, on finit le télétravail. C'est vrai. On a réduit par contre le nombre de jours télétravaillés. Le télétravail, c'est quand même une aspiration d'une partie des salariés. Mais les entreprises sont aussi intéressées, ne serait-ce que pour, en particulier en Ile-de-France, diminuer leur surface. Donc le télétravail, c'est quand même un moyen de faire des économies. Économie de trajet pour les salariés, économie de surface pour les employeurs. Et avant de nous quitter, c'est bon aussi pour la planète. On ne l'a pas évoqué du tout, mais j'évoquais tout à l'heure ce débat sur les scooters qui se vendaient moins parce que les gens se déplacent moins. C'est bon pour la planète? Oui, alors donc, justement, ça a été pas mal débattu parce qu'en fait, on dit si je ne me déplace pas pour aller travailler, est-ce que je ne réinvestis pas une partie du temps que j'ai gagné pour aller plus au sport, aller plus... On fait d'autres trajets. Mais il y a un très bon rapport qui a été fait par le ministère, qui vient de sortir sur les impacts territoriaux du télétravail. Et ils ont compilé une 50aine d'études internationales qui montrent qu'il n'y a aucun doute, il y a un gain en termes d'émissions de CO2 avec le déploiement du télétravail. Merci beaucoup Sylvie Landriès, vous reviendrez parce que c'est toujours intéressant d'avoir des études et qui dépassent le cadre national pour pouvoir évidemment comparer. Le télétravail s'est donc installé en France, quoi qu'on en dise. Merci d'être venu nous rendre visite. Allez sur le site Forum Vie Mobile, l'association. Il y a énormément de choses. Et il n'y a pas que l'étude dont on a parlé qui concerne ces mégalopoles, il y a plein d'autres études qui peuvent nourrir votre réflexion. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on va se tourner vers une très grande entreprise, Schneider Electric, entreprise alors française, entreprise monde, une gigantesque entreprise, et on va accueillir son DRH. Comment on fait pour être le DRH d'une entreprise aussi grande, implantée partout? On en parle avec lui, il est notre invité, c'est le Cercle RH, et c'est un grand entretien. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour donner la parole au DRH, au VP RH de chez Schneider Electric, Dominique Laurent. Merci d'être avec nous. Bonjour, ravi de m'accueillir. Un détour par le plateau de Smart Job. On accueille beaucoup de DRH de différents groupes, de différentes tailles. Schneider Electric, comme pour resituer quand même l'entreprise, 15 000 employés. En France, oui. En France, c'est 100 sites. On est en France, oui, on est d'accord. En France. Et c'est une mutation, on l'évoquait pour préparer l'émission, d'une entreprise qui a muté, puisque vous êtes, en tout cas vous vous définissez, comme le leader mondial des solutions énergétiques. C'est ça la baseline. D'abord, un mot sur vous. Alors j'ai regardé votre parcours, vous avez une expérience de DRH, mais on se pose toujours la question sur des entreprises aussi grandes et qui sont des mastodontes mondiaux. Comment on fait pour être DRH? C'est quoi la journée d'un DRH quand on pilote une entreprise comme cela? Elle peut être, je pense, très différente selon le type de DRH qu'on veut être. Moi, je veux être un DRH très proche du business.
J'ai coutume de dire que finalement, la moitié de mon temps, je parle plus à couvrir des sujets qui ont trait à la marque générale de l'entreprise qu'à faire de la RH pure. Donc je suis très proche de mon président France, avec lequel je travaille main dans la main, très proche du comité de direction, proche aussi des salariés, des organisations syndicales, dans un travail RH classique, mais beaucoup de temps passé en accompagnement des transformations stratégiques et business de l'entreprise. C'est-à-dire pour comprendre comment l'entreprise Ah oui, moi se c'est fondamental. C'est fondamental. Et c'est marrant parce que ce matin, j'intervenais auprès d'un parterre de jeunes RH et je leur disais la chose numéro 1 que vous devez maîtriser avant de maîtriser les RH, c'est comprendre le business, le métier de l'entreprise. Alors notre métier, il est complexe, parce que comme vous le disiez, on est un des leaders, sinon le leader mondial de la transition énergétique, avec des solutions digitales, avec des go-to-market, c'est-à-dire des accès au marché qui sont multiples, qui sont parfois complexes. Il faut maîtriser ça, sinon on n'est pas un bon RH. Donc c'est fondamental dans l'apprentissage. Ça veut dire que quand on est près du marché, du business, on va adapter et on va comprendre les besoins en recrutement, puisqu'on parle d'emploi. Vous allez pouvoir être encore plus fin dans vos choix stratégiques, parce que vous avez une équipe évidemment autour de vous. En recrutement, mais pas seulement, vous allez être plus pertinent sur un ensemble de données RH, d'autres paramètres, par exemple les rémunérations fixes, les rémunérations variables, les compétences dont on a besoin aujourd'hui et dont on aura besoin dans 5 ans, dans 7 ans. Aller au-delà de 7 ans, c'est compliqué. Déjà, aller jusqu'à 7 ans, c'est compliqué. Donc, effectivement, la compréhension du business, elle va vous donner des clés pour adapter la politique RH. Sachant que si vous prenez les entreprises du CAC 40, aucune n'a la même politique RH. Pourquoi ? Parce qu'elle a des besoins, chaque entreprise a des besoins business qui sont très différents de par la couverture géographique, les problématiques de métier, d'activité, de business. Est-ce que je suis en croissance, pas en croissance, métier rentable, métier pas rentable, je fais des acquisitions, je fais pas des acquisitions. Bref, tout ça, il faut le comprendre. Et à partir de là, vous définissez votre politique RH. Alors, un mot sur l'IA, et on parlera évidemment de la stratégie senior, parce qu'on va beaucoup en parler dans les mois qui viennent. Le débat des retraites est en négociation pour 3 mois flash avec les partenaires sociaux. Ils vont peut-être sortir de la fumée blanche ou de la fumée noire. Mais le débat des seniors reviendra et vous avez des solutions et vous portez des sujets sur cette question des seniors. Ça peut peut-être d'ailleurs faire laboratoire pour d'autres entreprises. Mais un petit mot sur l'IA. J'ai vu en préparant l'émission que dans le recrutement, vous aviez aussi enclenché un processus IA recrutement. Oui, alors ça fait... C'est une expérience ou non, c'est vraiment une pratique Voilà, c'est une pratique de l'entreprise qu'on est en plus en train d'accélérer. On a mis en place, il y a un peu plus de 5 ans, on a travaillé avec une start-up israélienne. Et on a mis en place une solution qui en interne s'appelle Open Talent Market, qui permet effectivement de suppléer ou en tout cas d'accompagner le RH dans les actions de recrutement en interne notamment, en essayant de trouver les meilleurs profils là où finalement le RH et l'organisation par des pratiques habituelles, traditionnelles, n'arrivent pas à trouver les bons profils pour staffer des jobs. Et faire matcher. Voilà, elle va les faire matcher. Donc ça marche, c'est très simple. Un salarié, il accepte de mettre son profil LinkedIn à disposition, on va dire, d'un algorithme. Et cet algorithme, en fonction de tous les jobs disponibles dans l'entreprise, il va s'adresser à ce collaborateur qui a accepté d'ouvrir son profil, de rendre son public profil à l'algorithme. Rattaché à LinkedIn. À LinkedIn, et il va lui faire des propositions, il va lui dire tiens, est-ce que vous avez pensé à ce job-là qui est disponible chez nous ? Alors le collaborateur, c'est très simple, c'est du machine learning, il lève le pouce, il dit non, tiens, ça m'intéresse, il baisse le pouce, il dit non, là ça m'intéresse pas, et la machine elle apprend et elle est de plus en plus pertinente. Il faut savoir qu'en France, chaque année on arrive à pouvoir à peu près 50 jobs de cette façon-là, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire c'est 50 jobs que la fonction RH ou les managers n'auraient pas été en capacité de pourvoir naturellement. Qui permet de détecter, de proposer et même de soumettre des idées auxquelles le collaborateur n'avait pas pensé. Il y a quand même ensuite vous adresser l'accompagnement du collaborateur. Bien sûr, voilà, le collaborateur, on va l'accompagner, on va le former, et puis s'il n'est pas intéressé, ça ne va pas plus loin. Je dis juste un mot sur l'IA. C'est aussi notre métier. Nous, on a des solutions de IA, et quand on relie souvent IA et RH, on fait beaucoup peur. Moi, je ne fais pas partie des gens qui sont du côté de la peur sur ce terrain-là. Grand débat. Vaste débat. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que, oui, probablement la marche, ça pourra ici ou là supprimer des métiers, ça ne supprimera pas forcément des emplois. Je pense qu'on aura du repositionnement. Moi, je ne suis pas très inquiet par rapport à ça. Certains évoquent l'idée qu'on supprime des blocs sur un métier, mais pas le métier en lui-même. Voilà. Des briques. Des briques. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'IA ? C'est que l'IA fait faire des très gros gains de productivité, mais aujourd'hui, les entreprises, elles ne cachent pas, au sens anglais du terme, un CASH, elles ne liquident pas l'économie qui est attachée à ça. C'est-à-dire que la personne, elle va avoir une partie de son job qui va être du temps qui va être libéré et qui va être réaffecté à autre chose. Oui. Mais vous n'allez pas supprimer l'emploi. Oui, c'est important de l'entendre. On n'est pas en train de se dire qu'il n'y aura plus qu'un tiers-temps. Non, le 2 tiers, il est donné à l'IA. Voilà, le 2 tiers, et vous allez faire autre chose avec ça, des tâches plus intéressantes, plus productives. Je précise quand même, c'est pas notre sujet, mais je voulais quand même le dire, parce que cette entreprise Schneider Electric qui
est à la fois connu sans être connu, parce que c'est parfois de la technologie qu'on voit et on se dit... On est partout. Vous êtes partout et en fait c'est petit, c'est technologique, on va y revenir. C'est pas toujours petit, mais... Et c'est parfois très gros. Ouais, c'est parfois très gros. Ouais. Vous avez été quand même classé au classement annuel Global 100 par Corporate Knights, devenant l'entreprise la plus durable au monde. Oui. Ça dit quelque chose dans la manière dont vous pensez la durabilité et donc l'accompagnement des collaborateurs pour faire le pont. Il y a ce lien comme ça là, entre... Alors d'une part, c'est une grande fierté, c'est un grand ciment dans l'entreprise. Tout l'attachement qu'on a, ce qu'on appelait avant le développement durable, maintenant on l'appelle la sustainability pour prendre des mots anglais. C'est un grand attachement, c'est vraiment culturel dans l'entreprise et aujourd'hui on en a fait un métier aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on arrive à vendre à nos clients en matière de consulting de sustainability pour accompagner un certain nombre de grands comptes. Alors certains ont accepté qu'on rende leur nom public, Nexans, Decathlon et autres. On les a accompagnés dans leur feuille de route transition énergétique, transition décarbonation. Donc il y a un travail de diagnostic, de déterminer précisément l'étendue et ensuite il y a mise en application. D'écriture de la stratégie et de mise en application de la stratégie. Alors ils peuvent choisir un autre partenaire pour mettre en place, on va essayer de faire en sorte qu'ils choisissent Schneider pour la mise en place de la... Ce qui serait un peu illogique, mais pourquoi pas. Ce serait un peu illogique, mais en tout cas on les aide à faire le diagnostic, l'écriture de la stratégie et puis surtout le plus important pour nous et pour eux, c'est la mise en œuvre des solutions. Alors parlons des seniors. Globalement, un senior, une solution, ça avait été porté par l'Association nationale des DRH. Donc, globalement, le slogan fonctionne bien. C'est une très belle promesse. Dans les faits, ça n'a pas marché. Le MEDEF a bloqué, des tensions, les ministres hésitaient. Qu'est-ce que vous proposez, vous, chez Schneider Electric, qui nous fait dire que oui, ça fonctionne chez vous, alors qu'on n'a pas pu le modéliser sur le plan national ? Alors, je pense que chaque entreprise doit attaquer le sujet de façon différente. Nous, on l'a d'une part attaqué en discutant avec les partenaires sociaux. On n'a pas fait un accord d'entreprise là-dessus. On n'a pas voulu le faire parce qu'on avait un certain nombre déjà de dispositifs qui étaient en place. La première chose qu'on a faite, qui était fondamentale, c'était un diagnostic. Et on a fait une chose qui est assez intéressante. Cartographie. Cartographie, mais qui est assez intéressante et qui est assez innovante. On a mis autour de la table l'ensemble de nos 5 organisations syndicales, les 5 grandes, et on leur a dit, voilà, on va regarder la situation des seniors, mais c'est pas nous qui allons la regarder, c'est vous qui allez la regarder, on va vous donner les moyens de la regarder. Donc on a demandé à chaque organisation syndicale, vous nous donnez 5 indicateurs, chacune 5 indicateurs, 5 x 5, 25, et on fait un observatoire des seniors. Mais l'observatoire, c'est pas nous qui le définissons. C'est vous, organisation syndicale, qui nous dites ce que vous voulez qu'on regarde chez les seniors. Et ensuite, on va chercher avec cette grille de voilà, questions. Et on va bâtir un certain nombre de solutions. Donc on a regardé la mobilité, l'accès à la formation. Est-ce que finalement le fait d'être senior est péjoratif sur l'avancement de ma rémunération? Donc je le disais aussi sur la formation, le type de projet que je veux mener, le taux d'engagement des seniors. Donc on a regardé l'ensemble de ces éléments-là et derrière ça, on a mis en place une politique senior. Notre politique senior, pour le dire simplement, elle s'articule autour de 4 personas. On a identifié 4 idéal types de seniors. Il y a le senior qui veut accélérer sa carrière, il y a le senior qui veut continuer, il y a le senior qui veut transmettre et il y a le senior qui veut préparer son départ. Et à chacun de ces personas, on leur a donné un nom avec un moyen mnémotechnique très simple. Donc celui qui veut accélérer, elle s'appelle Alba. Celui qui veut transmettre, il s'appelle Thierry. Celui qui veut préparer, il s'appelle Pierre. Ouais. Et celui qui incarnation. Voilà. Et celui qui veut continuer, celle qui veut continuer, s'appelle Clara. Une incarnation. Et de façon à ce que chacun puisse se retrouver là-dedans. Alors on n'a pas demandé à chaque salarié, il faut absolument que vous vous positionnez par rapport à ça, mais on leur a donné des clés de lecture. Et par rapport à l'ensemble de ces personas, on a mis en place derrière des mesures pour venir effectivement alimenter leur désir, soit d'accélérer, soit de continuer, soit de préparer, soit de transmettre. Ça veut dire que les questions qui leur ont été posées étaient anonymes. Ça peut être gênant pour un senior de dire moi, globalement, j'ai 57, j'ai plutôt envie de ranger les cannes à pêche et de partir en retraite ou de faire. Alors, on ne les a pas tous interrogés. On a construit sur la base d'un questionnaire dans un premier temps. On a fait cet observatoire. Après, on a fait appel à une société. On a fait une étude sur un échantillon. On a construit ces personas. Et après, ces personas ont été rendus publics de façon à ce que chacun puisse se positionner. Mais on ne lui a pas dit lève la main et dis-nous dans quelle catégorie tu es. Pour faire le lien, parce que c'est intéressant comme méthodologie presque de méthode à transmettre, il y a le débat du recrutement. Il y a maintenir et fidéliser vos talents, et les seniors en font partie. Et j'ai vu que dans les recrutements, là, vous accélérez les campagnes de recrutement très régulièrement. Ingénieurs, techniciens, spécialistes de l'IA, data scientist et tous ces mots un peu barbares. Et j'ai vu que la plus grande des difficultés, c'était d'aller recruter finalement ceux qui étaient en SAV sur le terrain. Est-ce que vous le confirmez? Alors, ceux qui font du service. Ouais, le service, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui est très concurrentiel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises
qui cherchent effectivement des techniciens d'intervention. Et donc, vous les arrachez, en fait. Alors, c'est un peu compliqué. On s'arrache, on essaye d'en former nous-mêmes, de faire aussi de la montée en compétences. On a notre propre CFA qui nous permet aussi de former un certain nombre de personnes. Mais le service, ça intéresse beaucoup de personnes, et beaucoup de secteurs. Les secteurs d'activité dans lesquels nous sommes, puis aussi d'autres secteurs. Maintenant, pour revenir sur la question des seniors et le recrutement, moi, j'étais contre la notion des quotas de recrutement. Enfin, il y a eu un index senior dans lequel il y avait un sujet de quota de recrutement des seniors. Qui a été retoqué. Oui, mais pour de bonnes raisons, là, pour le coup. Parce que je pense que quand vous êtes une start-up où votre moyenne d'âge est de 25 ans, où vous êtes une entreprise de la métallurgie, alors nous on est de la métallurgie, mais on n'a pas une moyenne d'âge supérieure à 50 ans, mais que vous êtes une entreprise de la métallurgie avec une moyenne d'âge à 55 ans. Parce que vous avez muté, oui. Voilà, la pression sur l'embauche des seniors ne doit pas être de même nature. Nous, on embauche à peu près 8%, chaque année, 8% de nos embauches sont les embauches de seniors. Et on sera... C'est beaucoup, pas beaucoup? Comme ça, facialement, on dit que c'est pas énorme. Non, je trouve, par rapport à notre pyramide des âges, c'est bien. Donc ça correspond à un bon équilibre. Un bon équilibre. Parce que nous, on a un enjeu quand même, on a quand même un enjeu de rajeunissement. Donc aujourd'hui, 75% des personnes qu'on embauche chez Schneider ont moins de 35 ans. Pour autant, on a à peu près un peu moins de 10%. Donc des ingénieurs ou des gens qui ont une première expérience Voilà. et qui rentrent chez Schneider Electric. Voilà, ou qui sont des jeunes diplômés. Voilà. Et puis après, on a au milieu, donc on a 75% vraiment des jeunes, 10% des seniors, et puis au milieu, c'est les gens qui sont plus expérimentés. Avant de nous quitter, ces fameux seniors, pour terminer, une fois qu'ils se sont classés entre Clara, Thierry et Alban, si j'ai bien... Alba et Pierre, ouais. Alba et Pierre. Ensuite, il y a des propositions qui leur sont faites, il y a ceux qui veulent transmettre, qui veulent faire du mentorat. Alors après, il y a une caisse à outils. On a bâti une caisse à outils qu'on a mis notamment dans un accord de gestion prévisionnelle des emplois, enfin des emplois et des parcours professionnels. Ouais. Voilà, la GEPP. Maintenant, GEPP, on a mis ça dans une boîte à outils et chacun a la possibilité de se saisir de l'outil qui va lui permettre effectivement... Librement. Voilà, il va ici à un moment, il dit voilà, moi je veux transmettre, il va avoir un temps partiel abondé où il va travailler moins, il ne sera pas rémunéré, il va travailler 80%, il sera rémunéré 90% et il va avoir du temps pour transmettre. S'il veut diversifier ses activités à l'intérieur, à l'extérieur de l'entreprise, là encore, il pourra le faire. Donc, il crée son entreprise. Il crée son entreprise, il aura un pass. Développe. On a créé ce qu'on appelle des passes. Là, il pourra aller créer son entreprise. Donc, on a créé toute une série de dispositifs. L'idée étant pas qu'une personne se saisisse de tous les dispositifs, mais que chacun, en fonction de ses aspirations, puisse se saisir d'un dispositif. Dominique Leurent, la finalité, c'est quoi finalement de cette boîte à outils qui permet une sorte de souplesse et de liberté pour les seniors? C'est de maintenir à tous les âges de la carrière un niveau d'engagement qui est fort. Parce qu'on a compris que les aspirations de quelqu'un qui démarre, de quelqu'un qui est en milieu de carrière ou quelqu'un qui est en fin de carrière ne sont pas les mêmes. Donc il faut avoir une proposition de valeur pour l'ensemble de ses collaborateurs qui soit adaptée, qui soit différenciée. Merci Dominique Leurent de nous avoir éclairé sur cette belle entreprise. Vous en êtes le DRH. Ça vous va DRH, hein? C'est votre titre anglais, c'est VP RH. Ouais, VP RH, mais c'est pareil, on s'en fiche. Vous êtes le DRH de cette belle entreprise Schneider Electric. Vous voyez quand même, c'est parfois très gros, puis c'est parfois aussi sur des technologies il y en a partout, dans toutes les maisons, dans tous les bâtiments. Smart grid, enfin toutes les technologies. Data center. Exactement. Vous êtes là, Schneider Electric est là, et c'est une entreprise française. Non, mais faut le 100 sites en France, 15 000 emplois. 15 000 emplois. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. Merci. On tourne une page, on parle justement de formation et d'alternance dans des secteurs qui recrutent, et ces fenêtres sur l'emploi, évidemment. Fenêtre sur l'emploi, l'alternance. Comment promouvoir l'alternance et donner envie aux jeunes lycéens notamment, et bien peut-être de s'engager dans une carrière, dans des métiers qu'ils ne connaissent pas. On en parle avec Béatrice Abadi. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous êtes déléguée régionale de l'OPCO Atlas, qui est déjà venue sur ce plateau. Alors avec un dispositif très intéressant, parce que vous êtes vous la déléguée régionale Pays de Loire, Centre Val-de-Loire, tout au long de l'année scolaire, depuis le 23 septembre dernier, donc les JOA, un acronyme qui veut dire Journée Orientation Atlas. Ça veut dire quoi? Vous et vos équipes allez dans tous les lycées et quoi? Vous tirez le tableau et vous parlez de tous les métiers, vous faites de la pédagogie, c'est ça l'objectif? C'est complètement ça. Effectivement, l'OPCO Atlas couvre 4 grands secteurs, assurance, banque, le conseil avec les entreprises du numérique, l'expertise comptable, donc des secteurs qui sont en constante évolution, qui bougent beaucoup, avec une croissance de l'emploi et puis des difficultés à recruter. Donc face à cette pénurie, ces difficultés de recrutement, eh bien avec nos partenaires sociaux, le sujet de l'orientation a été
entamé depuis plusieurs années déjà avec cette réflexion autour qu'est-ce qu'on peut faire pour faire connaître nos métiers, parce qu'on comprend bien que bien souvent, voilà, il y a une méconnaissance de tous ces secteurs. C'est tellement de métiers, c'est compliqué quand on est jeune de s'y retrouver. On s'y prend comment parce que c'est très, très concret, on rentre dans des classes ou dans des amphithéâtres et il faut quoi? Comment on attire un jeune? L'assurance, c'est pas... Alors, je parle... Alors, c'est le métier où on dit pas « je veux être assureur ». Non, c'est ça. Comment on fait je veux être expert comptable. Exactement. Voilà. Comment on fait pour parler de ces métiers? Effectivement, on les prend un peu à rebours. C'est-à-dire que... Alors, on organise sur des temps banalisés, dans des lycées professionnels. Donc, on vient avec l'artillerie lourde, je dirais. C'est un événement clé en main. Donc, ça plaît beaucoup aux chefs d'établissement aussi. Ils n'ont rien à faire. Ça s'inscrit dans le parcours à venir, etc. Donc, effectivement, on a un bon écho favorable des chefs d'établissement qui nous aident pédagogiquement, etc. Donc, on y va dans les classes, parce qu'on s'était dit qu'est-ce qu'on fait pour inciter, faire connaître ces métiers aux jeunes. On y va on embarque nos entreprises, nos représentants d'entreprises de tous les secteurs. Et ils viennent parler de leur métier. Qui viennent bénévolement d'ailleurs parler de leur métier. Et donc on essaie d'avoir une approche ludique. On s'adresse souvent quand même aux jeunes de classe de seconde. Ils ont 15 ans. Dès la seconde. Dès la seconde, oui. C'est principalement les classes de seconde, même si ça n'exclut pas les premières et terminales. Et là s'installe un échange forcément. Il y a un échange. Nous, effectivement, et puis on déconstruit les idées reçues. Vous disiez, on rêve pas d'être un jour le matin comme ça, je vais devenir assureur. Donc on déconstruit. Et donc ça c'est intéressant de déconstruire ces idées reçues. Voilà, l'informaticien, on a un fort enjeu, vous imaginez bien, de féminisation de ces métiers. C'est l'enjeu, ouais. Donc on a toujours des images qui persistent. Informatique, ça m'intéresse pas. Qui ne sont pas des images parfois. Ouais, voilà, c'est le geek le gars de derrière la tech, son écran avec une faible appétence sociale. Donc ça effraie beaucoup encore. Les jeunes filles, malgré toutes les actions qu'on peut mener. Mais l'assurance, c'est pareil. JOA, ça veut dire que c'est tout au long de l'année, c'est une organisation assez lourde. Scolaire. Les retours, vous les avez là? Vous avez ça dit quoi là, des retombées? C'est la 4e édition. Là, vous avez un recul. On est sur le temps de l'orientation là. Et c'est vrai qu'on interroge les jeunes parce qu'on a rencontré depuis 35 000 jeunes quand même sur tout le territoire national. On était hier au Mans, on sera demain ou après-demain en Occitanie, bien sûr en Île-de-France, etc. Donc quand on les interroge, ces jeunes, parce qu'on utilise des outils interactifs, les professionnels qui viennent avec nous témoignent aussi de leur parcours. Les jeunes peuvent poser des questions sans filtre. Souvent, on a les questions. La banque, ça gagne bien sa vie. Combien vous gagnez? Des premières questions. Alors ça, on n'y échappe pas. À chaque fois, et ils répondent. Et ils répondent bien volontiers. Alors, on les prépare un petit peu avant de les lancer comme ça dans l'arène, si je puis dire. Mais donc c'est le salaire qui démarre en premier, on est d'accord? Oui, quand on parle de la banque, il y a des idées reçues. Donc on est très riche, quoi. Un outillage, assez ludique pour déconstruire justement et expliquer que c'est vaste la banque. On peut faire du numérique aussi dans la banque. On peut travailler la data, le juridique, les risques, etc. Et donc c'est des métiers très variés. Donc c'est notre approche et une approche très directe. Avant de nous quitter, quand même, vous évoquiez l'idée de peut-être même redescendre en classe d'âge et d'aller chercher les collégiens. C'est-à-dire, dès le plus jeune âge, de les éveiller à des métiers, en l'occurrence des métiers plutôt tertiaires, en l'occurrence dans votre OPCO, mais ça peut marcher aussi avec les métiers techniques. Pourquoi cette appétence? Parce qu'on se rend compte que l'orientation, ça se décide déjà sur cette période-là. Alors il y a parcours avenir, je le disais, il y a des temps dédiés. Donc là, on expérimente. Alors, on ne s'adresse pas de la même manière à des classes de seconde, même s'ils sont jeunes aussi. Qu'à des collégiens. Qu'à des collégiens de 5e qui ont 12 ans. Donc, on a mis en place un petit jeu de plateforme qu'on est en train de tester dans le pays de Montargis, en centre-Val de Loire. C'est chez moi. Et écoutez, dans le Loiret. Merci Béatrice. Dispositif pilote sur ce jeu de plateau à Montargis, le Gâtinais. Merci d'être venu nous rendre visite, délégué régional OPCO, Atlas et la pédagogie. Merci à toute l'équipe. Je suis en retard. Merci à Xavier à la réalisation. Merci à Saïd au son. Merci évidemment à Nicolas Juchat. Merci à vous pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à notre émission. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.